Bienvenue sur Sombres Histoires Criminelles, là où l'ombre des crimes se mêle à la réalité. Ici, chaque histoire que vous entendrez n'a jamais eu lieu, mais elle aurait très bien pu. Inspirés des faits réels, nos récits plongent dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la fiction et la vérité se frôlent. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'imagination criminelle. Chaque histoire est inventée, mais s'inspire des plus sombres réalités. Vous ne regarderez plus jamais les crimes de la même manière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker pour ne rien manquer de nos récits les plus sombres. C'est l'histoire de Brandley Anderson, un jeune homme de 18 ans dont la vie a été brutalement stoppée par une relation interdite qui, comme c'est souvent le cas, a vite dégénéré. Il vivait à Metter, un quartier paisible aux abords de la Nouvelle-Orléans où il semblait tout avoir pour lui. Élève en terminale à l'East Jefferson High School, Brandley brillait autant dans ses études que dans la mécanique automobile. Il passait des heures, littéralement des heures, à bricoler des moteurs, rêvant d'un jour ouvrir son propre atelier de réparation. C'est simple, ses amis le croisaient souvent les mains noircies de graisse, penché sur une vieille carcasse dans l'allée de sa maison. Brandley vivait avec sa grand-mère, une femme devenue aveugle, qui comptait sur lui pour l'aider dans son quotidien. Et malgré son jeune âge, il avait pris cette responsabilité avec un sérieux presque déconcertant. Entre l'école, un job à temps partiel dans un garage du coin et les soins qu'il prodiguait à sa grand-mère, il jonglait avec une maturité rare. Et jamais une plainte. Pas une seule. Les voisins le disaient eux-mêmes, toujours là, prêts à filer un coup de main à ceux qui en avaient besoin, sans rien attendre en retour. Brandley sortait avec Jennifer Gérard depuis 2 ans. Jennifer, tout juste 18 ans elle aussi, était brillante, ambitieuse, et partageait avec Brandley cette vision naïve d'un avenir parfait. Il parlait souvent de se marier après le lycée, de fonder une famille. Des rêves de jeunes amoureux, quoi. Brandley économisait chaque centime pour emmener Jennifer dans des endroits sympas, comme le Café du Monde. Ils y passaient des soirées à refaire le monde, les yeux pleins d'étoiles, entre 2 bouchées de beignets. Leur relation. Un modèle, un couple inséparable. Tout le monde pensait qu'ils allaient vivre une longue et belle vie ensemble. Mais, sous cette image idyllique, se cachait un secret, et pas un petit. Brandley avait une liaison avec Paulette Gérard, la mère de Jennifer. Oui, tu as bien entendu. Paulette, 43 ans, dirigeait une société de marketing multiniveau appelée Beauty Lumina. Elle était séduisante, riche, mais surtout compliquée. Sa relation avec sa fille. Disons qu'elle se disputait l'attention des hommes comme si c'était une compétition. Alors, quand Brandley s'est retrouvé dans les bras de Paulette, il a rapidement compris qu'il jouait avec le feu. Ce secret pesait lourdement sur ses épaules, rendant sa vie bien plus chaotique qu'il ne l'avait jamais imaginé. Sa liaison secrète allait bientôt culminer dans une fin violente et terrifiante. Le matin du 12 août 2021, la chaleur étouffante de l'été louisianais faisait déjà suffoquer Metter, et il n'était même pas encore 8 heures. Ce jour-là, la grand-mère de Brandley, Mabel, a senti que quelque chose clochait. Elle, qui comptait tellement sur lui, n'avait pas entendu un seul bruit de sa part ce matin-là. Rien. Pas de pas dans le couloir, pas de voix rassurante. L'inquiétude a vite pris le dessus. Aveugle mais dotée d'un instinct affûté, elle a appelé Brandley. Pas de réponse. La panique grandissait et elle savait au fond d'elle que quelque chose n'allait vraiment pas. C'est alors qu'elle a réussi à appeler une voisine, Alice Dupré. Madame Dupré, une infirmière à la retraite, habitait à 2 maisons de là et connaissait Brandley depuis qu'il était enfant. En entrant dans la maison, un frisson glacial l'a traversé. Le salon, d'habitude si vivant, était plongé dans un silence presque irréel. Mais ce qui l'a véritablement frappé, c'était cette odeur métallique, lourde, qui flottait dans l'air. Madame Dupré a appelé Brandley encore et encore, mais la maison est restée désespérément silencieuse. L'odeur métallique, de plus en plus forte, l'a guidée malgré elle vers la chambre du jeune homme. Lorsqu'elle a ouvert la porte, ce qu'elle a découvert a dépassé tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Là, sur le sol, baignant littéralement dans une mare de son propre sang, gisait Brandley. Son corps, brutalement mutilé, témoignait de la violence insensée qui s'était abattue sur lui. Poignardé à plusieurs reprises, ses yeux, arrachés presque totalement, l'horreur à l'état pur, le couteau,
encore taché de sang, reposait à côté de lui, macabre témoin de cette scène de cauchemar. Madame Dupré est restée figée, son cerveau incapable de traiter ce qu'elle voyait. Ses mains ont tremblé violemment alors qu'elle a composé le 911. Sa voix, d'ordinaire si douce, a vacillé lorsqu'elle a tenté d'expliquer l'indescriptible à l'opérateur. « Oh, shérif, il y a du sang partout », a-t-elle murmuré, presque en larmes. Quelques minutes plus tard, la tranquillité de Westminster Avenue a été brisée par l'arrivée des sirènes, des gyrophares et des voisins, abasourdis, qui se sont massés autour de la modeste maison de plain-pied. Une scène digne des pires cauchemars. Lorsque les premiers intervenants ont franchi la porte, ils ont été immédiatement confrontés à un spectacle grotesque qui les marquera à jamais. Même les plus aguerris en sont restés bouche bée. Quant à Madame Dupré, qui avait tenté de garder son calme jusqu'à l'arrivée des secours, son visage avait désormais perdu toute couleur. S'appuyant sur une autre voisine, Mabel, toujours assise dans son fauteuil du salon, n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, complètement ignorante de l'horreur qui se déroulait à quelques mètres d'elle. Le quartier, d'ordinaire si tranquille, était soudain devenu l'épicentre d'un crime brutal qui allait laisser tout le monde sans voix. Le service de police de Metter est arrivé au domicile de Brandley Anderson quelques minutes après l'appel de Mademoiselle Dupré, ce matin du 12 août 2021. L'inspecteur Michael Duval, un vétéran avec plus de 20 ans d'expérience, a pris les rênes de l'enquête. Duval, connu pour son approche pragmatique et son dévouement sans faille, était une figure respectée dans le service. À ses côtés se trouvait l'inspecteur René Martinez, un jeune officier au regard acéré et au souci du détail impressionnant. Dès qu'ils ont franchi la porte, la scène de crime les a frappés de plein fouet. Ce qui était autrefois un espace de vie chaleureux avait été transformé en un spectacle d'horreur. Le sang éclaboussait les murs, le sol, formant un motif chaotique qui racontait une sombre histoire de violence et de désespoir. L'odeur métallique du sang imprégnait l'air, se mêlant à la chaleur suffocante de ce matin d'août. Le corps de Brandley sans vie était étendu sur le sol, tordu dans une position qui trahissait la violence de l'attaque. Les multiples coups de couteau et le quasi-démembrement de ses yeux racontaient une histoire de rage pure. À côté de lui, un couteau de cuisine, banal en apparence, mais devenu l'instrument d'une mort atroce, gisait, encore couvert de sang. Malgré ses années d'expérience, l'inspecteur Duval a senti un nœud se former dans son estomac en observant la scène. Il a tout de suite compris que ce n'était pas un simple acte de violence aléatoire. Non, la brutalité, la férocité presque animale de l'attaque trahissait quelque chose de beaucoup plus personnel. Duval en était convaincu. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était un crime passionnel. Pendant ce temps, Martinez, méthodique, a commencé à photographier la scène sous tous les angles, capturant chaque détail avec soin. Ensemble, ils ont méticuleusement collecté les preuves, s'assurant que rien n'échapperait à leur vigilance. Le couteau, les éclaboussures de sang, les empreintes potentielles. Chaque élément a été précautionneusement consigné pour permettre aux experts de reconstituer les événements. Tout en travaillant, Duval et Martinez ont également porté leur attention sur l'état général de la maison. Le salon où se trouvait Mabel, assise, aveugle et sans se douter du carnage à quelques mètres, est resté intact. Un contraste glaçant avec l'horreur qui régnait dans la chambre de Brandley. Cela laissait penser que l'attaque avait été rapide, un coup de tonnerre dans la routine matinale de la maison. Peut-être que Brandley avait été pris par surprise, sans même avoir le temps de se défendre. Dehors, les voisins s'étaient rassemblés, échangeant des murmures. Chacun essayait de comprendre la tragédie qui venait de frapper leur paisible communauté. Mété n'était pas habitué à ce genre d'horreur. Ce genre de crime, c'est toujours ailleurs que ça arrive, pas ici. L'inspecteur Duval, lui, savait que chaque seconde comptait. Il a immédiatement déployé des agents dans tout le quartier, espérant que quelqu'un ait vu ou entendu quelque chose. Dans un endroit aussi petit et fermé que Métairie, où tout le monde connaît tout le monde, il y a toujours une chance que quelqu'un ait remarqué un détail, un indice qui pourrait faire avancer l'enquête. La première sur la liste des suspects de Duval n'était autre que Paulette Girard, la mère de Jennifer, la petite amie de Brandley. Paulette, 43 ans, était un nom bien connu dans les cercles sociaux de Metter. Avec son apparence toujours soignée et son entreprise de marketing à paliers multiples, Beauty Lumina, elle attirait facilement l'attention.
Mais ce n'était pas que pour ses cosmétiques. Certains habitants murmuraient que l'entreprise de Paulette, Beauty Lumina, n'était rien de plus qu'une escroquerie bien emballée. Mais Paulette, elle, balayait ses critiques d'un revers de main. Pourquoi se soucier de ce que pensent les autres, quand l'argent continue de couler et que l'attention est toujours braquée sur vous? Elle aimait les bénéfices, mais encore plus, elle adorait être sous les projecteurs. Elle entretenait une relation compliquée avec sa fille, Jennifer. En surface, elle paraissait proche, mais ceux qui les connaissaient bien savaient qu'il y avait une tension permanente entre elles, une rivalité sous-jacente, exacerbée par la jalousie de Paulette à l'égard de la jeunesse et de la beauté de Jennifer. Elle n'avait jamais vraiment accepté le fait qu'elle vieillissait, et cette insécurité l'amenait à se comparer sans cesse à sa propre fille. Et quand il s'agissait d'attirer l'attention des hommes, là, les choses prenaient un tournant encore plus toxique. Cette compétition malsaine a pris une tournure désastreuse lorsqu'elle a commencé à avoir une liaison avec Brandley, le petit ami de sa fille. Une relation qui, bien sûr, devait rester secrète. Un secret soigneusement enfoui, connu seulement d'eux deux. Mais c'était un secret avec le potentiel de tout détruire. Paulette, dans son esprit, justifiait cette liaison comme un moyen de retrouver une jeunesse qu'elle voyait filer. Mais soyons clairs, elle s'était dangereusement attachée à Brandley, obsédée même. Quand les inspecteurs l'ont interrogée, elle était visiblement secouée, mais elle essayait de garder son sang-froid. Toujours impeccablement présentée, elle portait un tailleur pantalon parfaitement ajusté, et son maquillage était, comme d'habitude, sans défaut. Mais dans ses yeux, une nervosité subtile n'a pas échappé à l'attention des inspecteurs. Ils ont commencé par des questions de routine, l'interrogeant sur sa relation avec Brandley et ses activités la nuit du meurtre. Paulette a affirmé sans sourciller qu'elle était seule chez elle et qu'elle avait travaillé tard sur son entreprise. Sa voix était calme, maîtrisée, mais lorsqu'elle parlait de Brandley, quelque chose perçait. Elle l'a décrit comme un garçon charmant, mais a réduit leur relation à une simple formalité, se contentant de dire « le petit ami de ma fille ». Rien de plus, comme si ça ne la touchait pas vraiment. Cependant, plus l'interrogatoire avançait, plus cette façade de contrôle parfait commençait à se fissurer. L'inspecteur Duval, sentant la faille, l'a poussée sur un terrain plus glissant, la questionnant directement sur sa liaison avec Brandley. Et là, le masque est tombé. Paulette, d'abord sur la défensive, a vu ses réponses devenir de plus en plus brèves, de plus en plus coupantes. Elle a nié en bloc au départ. Pas de liaison. Rien. Mais lorsque Duval l'a confrontée à des preuves tangibles, elle n'a plus pu maintenir son mensonge. Elle s'est effondrée. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, alors qu'elle avouait finalement avoir eu une liaison avec Brandley. Mais, dans le même souffle, elle a nié farouchement toute implication dans sa mort. « C'était mon ange », sanglotait-elle, entre deux respirations saccadées. « Je jure devant Dieu, jamais je ne lui aurais fait de mal. » Malgré l'émotion soudaine de Paulette, l'inspecteur Duval restait impassible. Il n'était pas convaincu. L'obsession grandissante de Paulette pour Brandley, combinée à sa jalousie presque maladive envers sa propre fille, en faisait la suspecte numéro 1 dans cette enquête. Mais il savait que pour résoudre cette affaire, il devait garder l'esprit ouvert. Et cela l'amenait directement vers Jennifer Girard, la fille de Paulette. Jennifer, 18 ans, venait tout juste d'obtenir son diplôme en juin 2021. Une jeune femme brillante et ambitieuse, prête à entamer ses études en administration des affaires à l'Université de la Nouvelle-Orléans cet automne. Ses proches la décrivaient comme une personne au grand cœur, mais souvent éclipsée par la personnalité flamboyante de sa mère. Une mère qui, de toute évidence, adorait être le centre d'attention. Jennifer et Brandley sortaient ensemble depuis 2 ans, et selon tout le monde, ils étaient profondément amoureux. Le genre de couple dont tout le monde parle avec envie. Ils avaient même prévu de se marier une fois que Jennifer aurait terminé le lycée, un projet qui avait enthousiasmé leurs familles respectives. Après tout, dans cette petite ville du Sud conservateur, il n'était pas rare de voir des jeunes se marier autour de 18 ans. C'était la norme. Tout semblait parfait, du moins à première vue. Cependant, la révélation de la liaison entre sa mère et Brandley a complètement bouleversé Jennifer. Apprendre une telle trahison l'a laissée anéantie, dévorée par la douleur et la rage. Mais malgré cette blessure béante, elle a prétendu n'avoir rien à voir avec la mort de son petit ami.
Lorsque les inspecteurs l'ont interrogée, Jennifer semblait émotionnellement épuisée, vidée de toute énergie. Vêtue d'un jean et d'un t-shirt de sa classe de lycée, elle paraissait plus jeune que ses 18 ans, presque enfantine, noyée dans son chagrin. Les inspecteurs ont entamé l'interrogatoire en lui demandant de décrire sa relation avec Brandley, ainsi que la manière dont elle avait découvert la liaison qui a tout fait basculer. Sa voix tremblait, des larmes menaçant de couler à tout instant. Jennifer leur a raconté comment, par hasard, elle avait trouvé des SMS explicites entre sa mère et Brandley quelques jours avant sa mort. Un choc monumental, comme on peut l'imaginer. Cette découverte avait déclenché une dispute virulente entre Paulette et elle. Mais malgré cette confrontation, elle a affirmé qu'elle avait essayé de faire face à cette épreuve. « J'aimais Brandley, et je ne voulais pas le perdre », a-t-elle murmuré, presque inaudible, la douleur palpable dans sa voix. Mais comme c'est souvent le cas, les détails essentiels sont devenus flous lorsqu'ils lui ont demandé où elle se trouvait la nuit du meurtre. C'est là que les choses se sont compliquées. Son récit, qui jusque-là était clair et précis, a soudainement vacillé. Jennifer a insisté sur le fait qu'elle était allée passer la nuit chez son ami Taylor, à quelques rues seulement de la maison de Brandley. Pourtant, quand il s'agissait de donner des détails sur cette soirée-là, son récit devenait flou, incertain. Interrogée séparément, Taylor a confirmé que Jennifer était bien chez elle, mais elle a précisé qu'elle était partie aux alentours de minuit, soit quelques heures avant l'heure estimée du meurtre. Cette divergence, aussi légère soit-elle, a rapidement éveillé l'intérêt des inspecteurs. À mesure que les détectives creusaient davantage, Jennifer est passée de la tristesse à une attitude défensive. Elle a nié, encore et encore, toute implication dans la mort de Brandley, mais la colère se faisait sentir dans sa voix. « Je ne lui aurais jamais fait de mal », répétait-elle, mais ses mains, tremblantes, disaient tout autre chose. Lorsque Duval lui a montré les preuves de la liaison, notamment les messages explicites entre Paulette et Brandley, c'en fut trop. Elle s'est effondrée, ses sanglots incontrôlables emplissant la pièce. Sa douleur était réelle, palpable même. Mais derrière ses larmes, les soupçons grandissaient. Était-elle simplement en deuil, ou bien cachait-elle quelque chose de plus sombre? Duval, lui, n'était pas dupe. Malgré l'état émotionnel de Jennifer, elle a maintenu son innocence tout au long de l'interrogatoire. Elle a avoué s'être sentie trahie et profondément en colère, mais elle a martelé qu'elle n'était pas capable de tuer. Cependant, son alibi fragile et l'intensité de ses émotions ont laissé l'inspecteur Duval avec un sentiment persistant de doute. Le troisième suspect dans cette affaire était Richard Rick Gérard, le père de Jennifer et mari de Paulette. Âgé de 47 ans, il travaillait comme avocat à Métairie, reconnu pour son talent, mais aussi pour ses absences fréquentes à cause de son travail. Obsédé par l'image d'une famille parfaite, il préférait ignorer les problèmes qui régnaient chez lui, convaincu que tant que tout semblait impeccable de l'extérieur, tout irait bien. Malgré ses absences, il n'était pas totalement inconscient des tensions entre Paulette et Jennifer, ni des possibles infidélités de sa femme. Pourtant, il choisissait d'ignorer la réalité, espérant que tout s'arrangerait. Lors de son interrogatoire, il est apparu impeccable, comme s'il se préparait à plaider une affaire. Richard a qualifié son mariage de compliqué, évitant les détails gênants, mais insistant sur le fait qu'ils avaient encore des relations intimes. Concernant sa fille, il a admis qu'il s'était éloigné à cause de son emploi du temps chargé. Lorsque les inspecteurs ont évoqué Brandley Anderson, Richard a avoué qu'il l'appréciait et le considérait comme un bon choix pour sa fille. Mais lorsqu'il a appris l'affaire entre Brandley et Paulette, son attitude a changé et il a affirmé ne pas en avoir eu connaissance avant la mort de Brandley. Il a assuré que s'il l'avait su, il aurait immédiatement mis fin à la situation. Quant à son emploi du temps le soir du meurtre, il a déclaré qu'il travaillait tard à son bureau, préparant un dossier. Il a fourni des noms de collègues pour confirmer son alibi, mais à mesure que les questions devenaient plus précises, son ton s'est fait plus défensif, comme si l'image parfaite qu'il s'efforçait de maintenir s'effondrait. Richard avait abordé l'interrogatoire avec une sérénité apparente, mais ce calme distant semblait suspect. Tout au long de l'entretien, il avait maintenu son innocence, niant toute implication dans la mort de Brandley. Cependant, son refus de s'investir pleinement dans la conversation et son détachement face à la gravité de la situation avaient éveillé les soupçons des détectives.
Était-il réellement ignorant des agissements de Paulette, ou cachait-il quelque chose pour préserver l'image parfaite de sa famille? Ce calme, associé à son comportement évasif, laissait penser que l'histoire de Richard était plus complexe qu'il ne voulait bien le montrer. Puis un événement inattendu a fait basculer l'enquête. Par un après-midi suffocant d'août, l'inspecteur Duval a reçu un appel anonyme. L'informateur prétendait détenir des informations cruciales sur Paulette, l'un des principaux suspects dans le meurtre. Mais ce n'était pas seulement une question de liaison secrète. Il évoquait un secret bien plus sombre que Paulette dissimulait depuis des années. Sans perdre de temps, les inspecteurs Duval et Martinez se sont rendus au bureau de Paulette, un modeste bâtiment en périphérie de Métairie. L'enseigne Beauty Lumina indiquait l'entreprise de marketing qu'elle gérait depuis près de 10 ans. De l'extérieur, tout paraissait ordinaire. Mais à l'intérieur, les choses allaient prendre une tournure bien plus inquiétante. Le silence régnait dans le bureau, parfaitement organisé, avec des produits de beauté disposés avec soin. Mais l'absence totale de personnel était étrange. L'inspecteur Martinez a alors remarqué une porte verrouillée au fond. Après quelques minutes de négociation, l'assistante nerveuse de Paulette a remis la clé, bien à contre-cœur. Derrière cette porte se trouvait le bureau privé de Paulette. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a glacé l'atmosphère. Ce n'était pas qu'un simple espace de travail. Ce bureau renfermait un secret bien plus troublant, révélant une facette de Paulette que personne n'aurait pu imaginer. Les murs du bureau privé étaient couverts de photos compromettantes de Brandley, toutes explicitement sexuelles et inappropriées. C'était une scène cauchemardesque, révélant une obsession bien au-delà d'une simple liaison. Dans un coin, un hôtel improvisé, avec des bougies, des bibelots et des notes manuscrites, témoignait de l'amour maladif et dangereux que Paulette vouait à Brandley. Mais ce n'était que le début. En fouillant plus loin, ils ont découvert des documents qui exposaient le côté sombre de son business. Derrière l'apparente légitimité de son commerce de produits de beauté se cachait une escroquerie. Paulette exploitait des femmes vulnérables, souvent des mères célibataires en difficulté. Elle les persuadait d'investir des milliers de dollars dans des produits qu'elle ne pouvait pas revendre, les plongeant dans des dettes impossibles à rembourser. Des centaines de vies avaient été brisées par ce système, laissant ces femmes désespérées. Cette découverte ajoutait un nouveau mobile au meurtre de Brandley. L'univers parfait de Paulette s'effondrait, et son amour obsessionnel pour lui, combiné à la pression de maintenir les apparences, l'avait peut-être poussé à l'impensable. Le 21 août 2021, la police de Métairie a décidé d'agir. Les preuves rassemblées, notamment les découvertes troublantes dans son bureau, ne laissaient aucun doute. Le meurtre brutal de Brandley portait la signature de Paulette. Âgée de 43 ans, piégée dans un tourbillon de jalousie et de rage, elle avait confronté Brandley dans la cuisine de la maison de sa grand-mère le soir du meurtre. Brandley avait emmené Paulette à plusieurs reprises dans cette maison pour des rencontres secrètes. Mais ce soir-là, emportée par la jalousie et une peur grandissante de perdre le contrôle, Paulette avait saisi un couteau de cuisine et, dans un accès de rage incontrôlable, avait poignardé Brandley à de multiples reprises. L'attaque avait été d'une brutalité sauvage, des blessures profondes, des yeux presque arrachés, tout témoignait de la férocité de l'agression. Après le meurtre, elle avait tenté de brouiller les pistes, mais son obsession dévorante et ses activités frauduleuses l'avaient trahie, menant la police directement à elle. L'arrestation a eu lieu tôt le matin du 21 août. Les policiers sont arrivés à la luxueuse demeure de Paulette, nichée dans un quartier tranquille de banlieue. Elle a ouvert la porte, encore vêtue de son pyjama de soie, visiblement choquée par cette visite inattendue. Les inspecteurs, d'un ton calme mais ferme, lui ont annoncé qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre de Brandley Anderson. Malgré ses tentatives de garder son calme, la panique dans ses yeux n'a échappé à personne. Sous le regard médusé de ses voisins, autrefois admiratifs de sa réussite, elle a été menottée et emmenée par la police. Son image de femme d'affaires impeccable s'effondrait, laissant apparaître le chaos caché derrière sa façade. La nouvelle de son arrestation s'est répandue rapidement, alimentant les rumeurs dans tout le quartier. Une fois au poste, elle a été placée en détention, mais a continué de clamer son innocence malgré les preuves accablantes. Pour la famille de Brandley, cette arrestation a enfin apporté un soulagement après des mois de douleur et d'incertitude. Le procès de Paulette pour le meurtre de Brandley s'est ouvert le 8 novembre 2021
au tribunal de la paroisse de Jefferson, à Metairie, en Louisiane. L'affaire a attiré l'attention des médias locaux, avec des journalistes, notamment du Times, couvrant chaque rebondissement. La salle d'audience était comble, remplie de spectateurs impatients de voir comment tout cela se terminerait. L'accusation menée par Marc Tremblay, un avocat réputé pour sa ténacité, promettait un procès intense. Marc Tremblay, 52 ans, s'était forgé une réputation grâce à son souci du détail et à sa persévérance. Dès le début du procès, il a peint un portrait accablant de Paulette, la décrivant comme une femme rongée par la jalousie et l'obsession. Selon lui, elle avait tué Brandley dans un accès de rage, après que celui-ci ait tenté de mettre fin à leur liaison secrète. Tremblay a présenté des preuves matérielles solides, accompagnées des témoignages des enquêteurs, pour montrer que l'attaque était le résultat d'une impulsion violente. Il a également exposé les activités frauduleuses de Paulette, affirmant que son commerce de beauté n'était qu'une arnaque exploitant les femmes vulnérables. De son côté, la défense menée par Charles Chuck Lemoine, 48 ans, a tenté de semer le doute. Calme et rusé, Lemoine a suggéré que les preuves contre Paulette étaient purement circonstancielles et a même insinué que Jennifer, la fille de Paulette, aurait pu être l'auteur du crime, créant ainsi de la confusion. Il a cherché à humaniser Paulette, la décrivant comme une mère aimante et une femme d'affaires prospère, injustement visée par les médias et l'accusation. Au fil du procès, l'impact émotionnel sur la famille de Brandley était palpable. Sa grand-mère, qui l'avait élevé, assistait à chaque séance, serrant une vieille photo de lui avec des larmes aux yeux. Jennifer Gérard, la petite amie de Brandley, était assise à côté de son père, Richard, visiblement accablé par les événements. L'ambiance dans la salle d'audience a atteint son paroxysme lors du témoignage poignant de l'inspecteur principal, qui a décrit en détail les blessures de Brandley, présentant des preuves liant directement Paulette au crime. Le 22 novembre 2021, après 2 semaines de témoignages et seulement 4 heures de délibération, le verdict est tombé. Paulette Gérard a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. À l'annonce du verdict, des cris de soulagement ont éclaté du côté de la famille de Brandley. Paulette, quant à elle, est restée stoïque, bien que son visage ait pâli, révélant qu'elle portait désormais le poids écrasant de sa condamnation. La sentence est tombée le 1er décembre 2021. Paulette Gérard a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Une peine sévère, mais jugée appropriée pour une affaire qui avait profondément choqué la communauté de Metairie. Pour la famille de Brandley, ce verdict a apporté un soulagement, une forme de justice, bien que la douleur de sa perte ne s'effacera jamais totalement. Le procès a non seulement scellé le sort de Paulette, mais il a également révélé les pratiques douteuses de son entreprise, Beauty Lumina. Ces révélations ont déclenché de nouvelles enquêtes, exposant l'exploitation des femmes vulnérables. Sa condamnation a marqué la fin d'un chapitre tragique, laissant des cicatrices profondes au sein de la communauté. Après le procès, la vie à Metairie a lentement repris son cours, mais le meurtre de Brandley Anderson a laissé une empreinte indélébile. La maison des Gérard, autrefois pleine de vie, est désormais silencieuse. Paulette, autrefois admirée pour son succès, est désormais perçue comme une tueuse obsessionnelle, entraînant la vie d'un jeune homme dans sa chute. Quant à Richard Gérard, il a gardé son calme durant le procès, mais s'est peu à peu retiré de la vie publique. Bien qu'il exerce encore comme avocat, sa réputation est irrémédiablement entachée. La tragédie qui a frappé sa famille, ainsi que les murmures incessants, le suivent partout. Jennifer, de son côté, a vu sa vie basculer. La révélation de la liaison entre sa mère et Brandley, suivie de son meurtre brutal, l'a bouleversée. Peu après le procès, elle a quitté Metairie pour s'inscrire à l'université dans un autre État, espérant fuir ses souvenirs. Mais malgré ses efforts, le traumatisme demeure et ses proches affirment qu'elle n'est plus la jeune femme ambitieuse qu'elle avait été. Les répercussions de cette affaire se sont étendues bien au-delà de la famille Gérard. Beauty Lumina a fait l'objet d'une enquête approfondie, révélant l'ampleur des dégâts financiers et émotionnels causés par l'entreprise. Elle a été fermée, laissant des centaines de femmes ruinées. Les médias locaux ont suivi les retombées de ce scandale, qui est devenu un avertissement contre les dangers des entreprises prédatrices et du marketing à paliers multiples. Cette affaire a marqué durablement tous ceux qui y étaient impliqués. Elle a rappelé, de manière tragique, à quel point des secrets peuvent détruire une ville
et comment les actions d'une seule personne peuvent avoir des répercussions bien au-delà d'elle-même. Pour Métairie, ce sombre secret est devenu une tragédie qui a bouleversé la vie de nombreux habitants. Une affaire qui restera gravée dans les mémoires. Et voilà, c'était une autre sombre histoire criminelle, où la fiction flirte avec la réalité. Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sombres. Restez prudents, car parfois la vérité dépasse la fiction. À bientôt sur Sombres Histoires Criminelles.